It's agony coupled with laughter. Dans le petit monde du CrossFit français, tout le monde connaît Élie Margerin. Pratiquant dès 2010, owner, coach, formateur, commentateur ou encore hôte du The Shaker Show. Mais comme il pose souvent les questions, c'est rarement lui qui donne les réponses. Et c'est pourquoi c'est moi, Raphaël Loco, l'hôte du All Out Podcast. Ayant également porté différentes casquettes dans cette communauté, je vais me faire un plaisir d'interviewer Élie pour qu'il partage ses connaissances et ses expériences autour du CrossFit. Je m'appelle Raph et vous êtes sur All Out Podcast à l'écoute de son invité permanent, Élie Margerin. Alors Élie, il paraît qu'il y a 9 mouvements fondamentaux en CrossFit. Et oui, effectivement, le CrossFit étant une méthodologie à part entière, elle a effectivement en son sein 9 mouvements dits fondamentaux. Qui sont ? Ces 9 mouvements fondamentaux sont répartis en 3 familles. On a d'une part la famille des squats, avec le air squat, le front squat et l'overhead squat. On a ensuite la famille des presses, avec le shoulder press, le push press et le push jerk. Et enfin, on a la famille des tirages, avec le deadlift, le sumo deadlift high pull et le med bow clean. En quoi ces mouvements sont-ils fondamentaux ? Si tu veux, il y a beaucoup de raisons qui font que ces mouvements sont fondamentaux. Je pense que pour l'épisode d'aujourd'hui, on peut se focaliser sur une raison première, qui est que lorsqu'on maîtrise la bonne exécution de ces mouvements-là, on est en mesure, d'une part, d'apprendre des mouvements qui leur sont très voisins. Donc, par exemple, le sumo deadlift high pull, parfois incompris, lorsqu'on le maîtrise correctement, on n'est pas loin d'être en mesure de comprendre les fondamentaux qui vont nous amener à être capable de faire un kettlebell swing, par exemple. Et puis ensuite, ces différents items, lorsqu'ils sont maîtrisés, on peut les voir un petit peu comme des briques de Lego qui pourraient nous servir de base pour construire plein d'objets différents, c'est-à-dire plein de nouvelles choses. Et donc, avec cette idée en tête, on comprend pourquoi la maîtrise de l'overhead squat et la maîtrise du med bow clean pourraient nous amener relativement simplement à comprendre les éléments fondamentaux d'un mouvement comme l'arraché olympique. Et qui a décidé que c'était ces 9 mouvements-là, les mouvements fondamentaux ? Eh bien, c'est le créateur de la méthodologie. C'est Greg Glassman, même si on peut supposer que dans son processus de réflexion, il a été aidé par d'autres. Mais néanmoins, c'est lui qui a définitivement posé le fait que dans la méthodologie CrossFit qu'il a créée, ces 9 mouvements devaient être considérés comme fondamentaux. Est-ce que ces mouvements sont universellement fondamentaux ou est-ce qu'ils sont spécifiquement fondamentaux, spécifiquement en relation à la méthode ? Alors, ces mouvements sont des mouvements fonctionnels. Donc, on a vu dans l'un des épisodes précédents du podcast que les mouvements fonctionnels sont essentiels. Et c'est vrai qu'un mouvement fondamental en CrossFit comme le air squat, il peut être essentiel dans ta vie de tous les jours à partir du moment où tu veux déplacer ton centre de gravité, disons pour t'asseoir ou te lever d'une chaise. Qu'un mouvement comme le deadlift, si on pense à une application sportive, peut-être qu'il est également très intéressant si tu as envie d'être capable d'être efficace dans une mêlée, si tu joues au rugby. Mais néanmoins, ils sont avant tout fondamentaux dans notre méthodologie à nous. Si tu veux, le air squat, il est aussi fondamental dans la méthodologie CrossFit que le Gedan Barai, qui est un mouvement de défense de base, dans le karaté. Alors, je comprends ton explication sur le air squat, mais j'ai du mal à voir le rapport avec le sumo deadlift high pull. Par exemple, en quoi le sumo deadlift high pull est-il fondamental ? Alors ça, c'est intéressant parce que parfois, on a perdu de vue l'intérêt de certains mouvements fondamentaux. Et le sumo deadlift high pull est un très bon exemple. Pour comprendre l'intérêt des mouvements fondamentaux, si on est entraîneur de CrossFit ou qu'on est passionné de la méthode, franchement, ça vaut la peine de lire le guide de l'entraîneur CrossFit de niveau 1, et notamment la partie sur les mouvements avec ce qu'on appelle les points de performance. C'est-à-dire que Greg Glassman, à un moment donné, a pris la peine de mettre en lumière ce pourquoi tel ou tel type de mouvement est intéressant, et au travers, entre autres, des points de performance qui ont d'autres utilités, on reviendra sans doute dessus. Mais en ce qui concerne le sumo deadlift high pull, qu'est-ce qu'on apprend au travers de ces points de performance ? On apprend qu'on veut y développer la bonne séquence de travail, donc l'ordre dans laquelle on va bouger son corps, et on veut aussi apprendre à faire le mouvement avec une bonne vitesse, parce que notre but, c'est d'imprimer de l'énergie et de la vitesse à l'objet. Donc, en quoi le sumo deadlift high pull est-il fondamental ? Il est fondamental parce qu'il apprend à l'athlète comment bouger son corps pour maximiser l'énergie et l'inertie qu'il va être capable d'imprimer à un objet qui est inerte. Ok, mais en quoi, du coup, plus le sumo deadlift high pull que le snatch, par exemple, ou le clean, ou un dérivé sous-partie du clean ou du snatch ? Ça, à nouveau, c'est une remarque qui est complètement juste, parce que comme tu le mets très bien en lumière, le sumo deadlift high pull n'est pas sans rappeler l'haltérophilie olympique. Et c'est fait à dessein. C'est-à-dire que comme dans l'haltérophilie olympique, on veut être capable de développer des mécanismes en termes d'impression d'énergie à un objet qu'on retrouverait par exemple dans le premier et le second tirage,
D'où cette notion d'accélération, d'où cette notion de séquence dans le mouvement. Par contre, pourquoi est-ce que c'est plus fondamental? Simplement parce qu'on va le faire d'une manière qui est beaucoup plus accessible. Dans le sens où dans le Sumo Delify Pool, on va avoir une position de départ qui est plus simple, ok, à atteindre une position de départ de clean ou une position de départ d'arraché, pour ne parler que de ces deux mouvements-là. Et en plus, on va pouvoir se focaliser, ok, sur le mécanisme qui nous permet de produire de la puissance et de l'imprimer à un objet sans avoir nécessairement l'obligation d'apprendre à un athlète une position de réception qui peut s'avérer complexe, qu'elle soit en overhead squat ou en front rack. Cette complexité de la position de réception, provenant souvent du fait que dans l'haltérophilie olympique, il faut souvent déplacer ses pieds d'une position de départ à une position de réception. Et ça, c'est pas nécessairement que CrossFit qui le dit, c'est d'autres personnes qui s'intéressent au mouvement humain. Je pense par exemple à Kelly Starrett, l'auteur de Supple Léopard, pour qui tous les mouvements explosifs dans lesquels tu as besoin de dépasser tes pieds dans l'exécution, ça amène à un degré de complexité plus important. Nous, on reste dans quelque chose, si possible, de simple, non pas pour simplifier à tout prix les mouvements qu'on effectue, mais pour pouvoir davantage se focaliser sur ce qui nous intéresse, donc cette explosivité et cette transmission d'énergie à un objet. Alors cette question, pardon, mais pour moi reste valable pour un autre mouvement dit fondamental en CrossFit, c'est-à-dire le med ball clean. En quoi le med ball clean est-il un mouvement fondamental? Eh ben, si tu veux, quelque part, le med ball clean, c'est la fin de cette construction de ce pont qu'on essaie de créer vers l'haltérophilie olympique. Sumo Delify Pool nous permet de travailler des choses qu'on pourrait travailler dans le premier et le deuxième tirage de l'haltérophilie de manière plus simple. Dans le med ball clean, on va travailler certains mécanismes qu'on retrouverait dans le troisième tirage, c'est-à-dire qu'on va apprendre à nos athlètes à venir chuter sous un objet et réceptionner cet objet dans une bonne position de support. Et une fois de plus, on simplifie certains paramètres, notamment au travers de l'objet qu'on va employer, c'est-à-dire avec un ballon qui est souvent moins intimidant qu'une barre, qui est souvent davantage comparable à un objet du quotidien, et qui aussi, ce ballon, va permettre une position de réception avec plein de choses qui la rendent semblable à une position de réception en front rack en bas d'un squat clean, par exemple, mais en même temps, moins d'exigences en termes de position de front rack, placement des coudes, placement des mains, puisque l'objet est d'une nature différente. Donc il y aurait une sorte de différence entre un mouvement de base et un mouvement basique, en fait. Oui, alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que là, on s'est attardé sur le Sumo Delify Pool et le med ball clean, et qu'on les a présentés comme étant fondamentaux. Fondamentaux, ça ne veut pas dire basique. C'est-à-dire que pour exécuter un Sumo Delify Pool très correctement, avec la bonne séquence, sans tirage prématuré des bras, ou être capable d'effectuer un med ball clean avec une chute très rapide et une position de réception très solide, ça demande effectivement de la maîtrise technique et de la pratique. On aura l'occasion d'en revenir. Et c'est pas non plus des mouvements basiques, même si on s'intéresse aux autres mouvements des séries qui sont parfois plus simples mécaniquement. D'accord? C'est-à-dire que le med ball clean et le Sumo Delify Pool ne sont pas basiques, ils sont fondamentaux. Certains autres mouvements, comme le air squat ou le shoulder press, eux aussi sont fondamentaux et ne sont pas basiques. Je parle d'eux parce que très souvent, quand on est coach, on peut tomber dans le piège de sous-coacher ces mouvements, ou du moins de les sous-enseigner, parce qu'on se dit, comparé à tous les autres mouvements que je suis amené à coacher, qui sont parfois bien plus compliqués lorsque je les regarde ou lorsque je les pratique, peut-être que je dois passer moins de temps sur ces mouvements-là. Et c'est souvent une erreur, dans le sens où la qualité d'exécution de ces mouvements les plus simples, les plus fondamentaux, va souvent conditionner la qualité d'exécution des mouvements les plus complexes. Et bien souvent, quand tu as une petite faute qui apparaît dans le mouvement simple, ça se transforme en grosse faute dans le mouvement complexe. Et trop souvent, on peut se mettre dans une situation où on tente à tout prix de corriger une faute dans le mouvement complexe, que ce soit le snatch, que ce soit le jeté si on reste dans le domaine de l'haltérophilie olympique, mais on aurait pu en prendre d'autres. Et c'est bien souvent parce qu'en fait, la faille, elle provient du mouvement le plus simple, qu'on n'a pas pris la peine assez d'affiner, de corriger et d'enseigner quand on en avait l'opportunité. Et si ces 9 mouvements sont si intéressants, et en particulier les 2 dont on a parlé, là, qui sont les plus négligés, est-ce qu'il y a une explication à ça? Pourquoi le Sumo Delify Pool et le med ball clean sont autant négligés dans la communauté CrossFit? Alors, une explication, je ne sais pas, on peut faire des suppositions. La supposition première, c'est quand même de se dire que, avec toutes les informations qui viennent de toutes parts, la communauté des entraîneurs et des pratiquants, parfois, ont été sous-exposés
au fond, de la méthodologie CrossFit, ce qui la rend intéressante, ce qui la rend singulière. Et à l'inverse, ont été surexposés à tous les domaines des spécialistes, domaine de la gymnastique, de l'haltérophilie, ou j'en passe. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ça implique que ces mouvements-là, on y était nous-mêmes, en tant que pratiquants, sous-exposés. Donc, autant du point de vue du fond, souvent, on n'a pas pris la peine de répéter assez le message de pourquoi est-ce que c'est si intéressant d'être capable de réaliser un sumo deadlift pull, pourquoi est-ce que c'est si important de comprendre comment réaliser un med ball clean. Et non seulement on n'y a pas été exposé du point de vue du fond, mais aussi parfois on n'y a pas été aussi assez exposé dans l'entraînement. Et donc, si j'ai pas eu assez d'opportunités dans ma construction vis-à-vis du CrossFit de faire sous intensité du sumo deadlift pull ou du med ball clean, et ben, je suis parfois moi-même pas au clair avec le fait que ce sont des mouvements qui, bien employés, sont hyper impactants d'un point de vue métabolique. Et donc, vu que ce souvenir-là, il est moins présent et que j'ai pas utilisé forcément ces outils pour apprendre et avancer dans la méthode, et ben parfois je les laisse de côté. Et à l'inverse, je suis surexposé, à des messages liés à des spécialistes, une nouvelle fois, de l'haltérophilie, de la gym. Et donc, du coup, je peux me retrouver dans une situation où, alors que moi, je suis un généraliste, je me retrouve à utiliser la pédagogie des spécialistes pour enseigner des mouvements à des athlètes qui eux-mêmes seront des généralistes. C'est un peu le paradoxe. Donc, on a des mouvements qui sont des mouvements de base propres à la méthode et on aurait une pédagogie propre à la méthode aussi? Ah, mais complètement, complètement. Et c'est très important de ne pas perdre ça de vue. D'accord? Parce que ce que je ne voudrais pas dans l'échange qu'on a, c'est que un auditeur qui s'intéresse ou pas au monde du CrossFit puisse penser qu'on ne reconnaît pas la valeur de la pédagogie, par exemple, des spécialistes. C'est complètement faux. Mais par contre, il faut qu'on embrasse l'identité du pratiquant ou du coach de CrossFit qui, lui, fondamentalement parlant, veut développer la préparation physique générale et qui, comme on a déjà pu l'évoquer, lui est un généraliste. T'aimes le MMA, Raph? Oui. Ok. Prenons cet exemple-là. Au tout début du MMA, au tout début de l'UFC, l'expression qu'on voyait de l'homme qui serait comme ça le champion ultime, c'était différentes personnes qui venaient de différents sports ou disciplines bien particulières. Un champion de kung-fu mélangé avec un champion peut-être de boxe anglaise qui va combattre un combattant de jiu-jitsu brésilien. Aujourd'hui, il faut être conscient que c'est fini, on ne fonctionne plus en silo. C'est un peu comme nous avant dans le monde de la préparation physique. Le bodybuilder versus l'haltérophile, versus le forceux, versus le coureur. Aujourd'hui, nous, on a balayé tout ça. Et au même titre qu'un combattant de MMA est un généraliste du monde pugilistique, nous, on est des généralistes du monde de la préparation physique. Maintenant, regarde un champion de MMA. Est-ce que le champion de MMA ne va pas s'intéresser à la pédagogie des spécialistes? La réponse, c'est oui. Il va aller faire des cours de boxe anglaise pour améliorer ce qu'il fait avec le haut de son corps. Il va aller travailler potentiellement la lutte libre, la lutte gréco-romaine, le jiu-jitsu brésilien, la boxe thaïlandaise. Bon, j'en passe, je pense que tu as compris l'allégorie. Mais il est en même temps conscient que lorsqu'il s'entraîne dans une discipline avec un spécialiste, il y a des choses qu'il ne peut pas transposer à 100% dans sa discipline. Prenons l'exemple de la boxe anglaise. Dans la boxe anglaise, il n'y a pas de coups qui sont portés au bas du corps. Donc les athlètes et les champions ont tendance à développer des mécaniques avec des esquives rotatives, la tête qui passe plus bas que la ligne de la ceinture de l'adversaire, parce que c'est des moments où ils peuvent potentiellement ne pas être touchés. Un combattant de MMA, il peut aller voir un prof de boxe anglaise, il peut s'amuser à s'exposer à ce type de rotation du buste, et pour autant, il sait que dans sa méthode à lui de travail pour son objectif, il fera rarement ça, parce qu'il risquerait trop de se prendre un coup de genou dans la tête. Et quelque part, si tu veux, dans le monde du CrossFit, c'est la même chose. C'est-à-dire que si je suis un généraliste, il faut que je comprenne la pédagogie du généraliste. Comment est-ce que je place mes pieds? Comment est-ce que je place mes mains? Comment est-ce que je me déplace? Je peux m'intéresser à ce que a à m'apprendre un spécialiste et reconnaître la valeur et être impressionné par le niveau de maîtrise du spécialiste dans un domaine donné, mais il faut que je sois capable, quand je suis pratiquant, mais je dirais surtout quand je suis entraîneur, de faire le tri entre ce qui est pertinent à l'instant T pour mon athlète, s'il constitue le gros des outils pédagogiques qui vont amener mes athlètes à avoir du succès, et ce qui peut-être concerne simplement soit une optimisation, ou même parfois serait carrément une erreur en termes de conseils, que d'aller trop vers le spécialiste et de mettre un peu la charrue avant les bœufs. Tu as des exemples de WOD particuliers qui illustreraient le fait qu'on va volontairement s'éloigner de la pédagogie du spécialiste quand on est dans un WOD dit donc de généraliste par définition? Oui, complètement. Des exemples, j'en ai plusieurs. Moi, j'ai fait moi-même de l'haltérophilie, par exemple, pendant 4 ans.
Et je peux t'assurer que un haltérophile qui va tenter peut-être de faire un Grace pour la première fois, donc 30 épaules jetées le plus vite possible à 61 kg pour les garçons, 43 kg pour les filles, en essayant d'exprimer uniquement la pédagogie que lui il connaît et qu'il maîtrise, donc la recherche systématique d'une triple extension, notamment en pointe de pied, etc., souvent souffrira un peu plus ou sera plus lent que parfois même un crossfitter débutant à qui on aura enseigné les choses avec la pédagogie des généralistes, qui sera davantage dans la recherche d'une extension de hanche, notamment, potentiellement de genoux, et s'il arrive par moment en pointe de pied, qui sera simplement du coup la conséquence de cette extension violente des genoux et des hanches, plutôt qu'une véritable volonté d'aller en triple extension. Et c'est normal, ok. C'est normal pour deux raisons. Déjà, alors, en l'occurrence, la nature de l'entraînement, consiste à faire 30 répétitions rapides à une charge sous-maximale, tandis que le spécialiste, lui, va faire une répétition dans un temps imparti relativement large avec une charge la plus lourde possible. Mais j'irai même plus loin, c'est que la pédagogie est différente parce qu'aussi l'adaptation ou le stimulus recherché est différent. L'haltérophile, lorsqu'il est dans sa discipline de spécialiste et qu'il va faire sa compétition levée sur le plateau, sa barre la plus lourde, il est dans une recherche pure de force, de puissance, d'explosivité, de maîtrise de mouvement, de coordination et j'en passe, pour que sa rep soit validée. Nous, quand on est en train de faire un Grace, par exemple, l'athlète qui pratique le CrossFit, le généraliste, il est plutôt dans une recherche de développement de la résistance et potentiellement dans une recherche de stimulation cardio-respiratoire plutôt qu'autre chose. Tu vois, donc même ça ne coïncide pas entre le généraliste de CrossFit et le spécialiste. Et du coup, cette différence de pédagogie, est-ce qu'elle s'exprime aussi dans notre manière d'enseigner le sumo deadlift pull ou le med ball clean? Ah bah oui, effectivement, parce qu'il y a des choix pédagogiques délibérés qui ont été faits par Greg Glassman dans les 9 mouvements fondamentaux, dans ce qu'il a décidé d'enseigner, notamment au travers des points de performance. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre manière d'enseigner, disons, le sumo deadlift pull, eh bien, on va avoir un travail au niveau de l'exécution où, à nouveau, on va parler, si on s'intéresse à l'extension, on va parler davantage de l'extension de la hanche et des genoux que de la recherche de triple extension en pointe de pied. Non pas qu'on ne la souhaite pas, mais simplement dans l'ordre de priorité, on se focalise sur les grosses articulations avant les petites. Et tant mieux si on termine en triple extension, mais une nouvelle fois, ce n'est pas le premier but recherché. Ça peut aussi venir de notre manière aussi de travailler le med ball clean, c'est-à-dire que on va peut-être avoir moins cette recherche de shrug dans ce mouvement-là, comparé à ce qu'on pourrait faire en termes de travail d'haltérophilie, puisqu'une nouvelle fois, ce qu'on veut, c'est comprendre le mécanisme qui permet à l'athlète de venir se placer sous un objet qui potentiellement est en mouvement, plus, et encore là-dessus, je sais qu'on pourrait débattre, que de créer un degré supplémentaire d'élévation dans l'objet, etc., à tout prix. Alors, si je résume tout ça, est-ce que tu peux nous expliquer ou nous illustrer en quoi est-ce que ce serait donc une erreur de ne pas pratiquer souvent les 9 mouvements fondamentaux, de ne pas les enseigner régulièrement, voire tout le temps? Alors, si on n'enseigne pas et si on ne pratique pas les 9 mouvements fondamentaux, eh bien déjà de base, on se prive de l'acquisition de ces fameux points de performance qui sont si importants pour réussir de nouveaux mouvements dans le futur. Très souvent, si on s'intéresse aux mouvements les plus simples et donc du coup les plus fondamentaux, le fait de ne pas les pratiquer assez, de ne pas assez les coacher, de ne pas chercher tout le temps à les améliorer, ça nous induira très souvent en erreur dès qu'on cherchera à complexifier un petit peu les choses. Ensuite, le fait de ne pas pratiquer ces 9 mouvements fondamentaux, ça fait aussi qu'on peut perdre de vue la pédagogie, l'objectif d'un généraliste de CrossFit et qu'on perd de vue que ces mouvements-là, s'ils existent, c'est bien parce que le CrossFit est une véritable méthodologie avec son identité, son process et ses codes. Enfin, se surexposer à des mouvements qui sont en dehors de ces 9 mouvements fondamentaux, malgré le fait qu'on a envie d'avoir un entraînement qui est constamment varié, c'est aussi le risque parfois de s'exposer à une pédagogie qui n'est pas toujours pertinente. Elle peut l'être, mais elle n'est pas toujours pertinente pour nous. Et donc, à nouveau, ça peut créer de nouvelles erreurs dans les mécaniques de mouvement. Merci Elie pour tes explications. Prochain épisode du All Out Podcast, l'importance des points de performance et notamment la différence avec la notion de standard. Merci Elie, salut. Je t'en prie, ciao.